Mesdames et messieurs, bonsoir et merci à vous de nous rejoindre dans ce journal que nous ouvrons par ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République sœur du Mali, son Excellence Ibrahima Boubacar Keïta, président de la République du Mali, effectuera à compter du lundi 10 mars 2014 une visite de travail et d'amitié à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 12h à l'aéroport international de Conakry-Bessia, les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Madame la Présidente du Conseil national de la communication, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Grand Chancelier des ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la CENI, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur le chef d'état-major des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Monsieur le directeur général de la police et de la douane, Madame et Monsieur les chefs de mission diplomatique et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, le 9 mars 2014, signé le bureau de presse de la présidence de la République. Cet autre communiqué, à l'occasion de la visite de travail et d'amitié en Guinée de son Excellence Ibrahima Boubacar Keïta, président de la République sœur du Mali, ce lundi 10 mars 2014, la direction du protocole d'État informe les corps constitués que le parking de l'aéroport de voisinage de Conakry-Bessia est réservé pour les véhicules. La direction du protocole d'État compte sur la bonne compréhension de tous. Le président malien Boubacar Keïta sera demain en Guinée pour une visite d'amitié et de travail. La Guinée et le Mali entretiennent des relations historiques. C'est pourquoi le gouvernement et le peuple de Guinée entendent réserver un accueil chaleureux à Ibeka. Yamoussa Sidibé nous relate ici le sens de cette visite. Il avait annoncé l'entrée de la Guinée dans le cercle des grands du continent. Le professeur Alpha Condé tient le pari. La Guinée n'est pas qu'un simple scandale géologique, elle est aujourd'hui une terre d'accueil et une mine d'opportunités. Au lendemain de la grande visite du souverain chérifien, c'est la visite du frère malien qui s'annonce pour ce lundi. En effet, ce n'est pas qu'un ami de la Guinée qui arrive, c'est un frère qui honore les Guinéens de sa présence. Et quand un frère frappe à la porte, on lui ouvre les portes et le cœur, et c'est ce que les Guinéens feront demain en sortant massivement dire au prince Mandingue « Inisene ». L'arrivée de Ibrahima Boubacar Keïta est une autre expression de la vivacité et de l'ampleur que le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, imprime à la diplomatie guinéenne depuis son arrivée au pouvoir. Comme ses aînés, les pionniers de l'indépendance, le professeur Alpha Condé annonce la conviction que le développement naît des échanges et de la coopération. Cette conviction a permis en moins de 10 jours de bénéficier d'une grande confiance du Royaume du Maroc, du partage d'expériences avec le Ghana et cette rencontre avec le président malien qui devrait revigorer la coopération guinéo-malienne. Ceux qui sont venus avant nous ont annoncé que le Mali et la Guinée sont deux poumons dans un même corps, rappelant ainsi que seules les frontières nées de la colonisation ont séparé les deux peuples. C'est un descendant des rois du vieux Mali qui arrive ce lundi à Conakry. Et puisque le Mali, l'empire du Mali, est né à Niani, sur les terres de la Guinée, c'est un frère auquel les Conakrika réserveront ce lundi un accueil à la dimension de l'hospitalité guinéenne. Il n'est certainement pas aujourd'hui deux peuples qui partagent la même histoire, les mêmes légendes, avec la même intensité que les peuples actuels de la Guinée et du Mali. Ibrahima Boubacar Keïta, le fils de l'hippopotame, arrive à Conakry où Alpha Condé, le fils du buffle, l'attend pour un pacte qui leur permettra de conquérir les ressources du fleuve et de la terre au profit de leur peuple. Alpha Condé est un panafricaniste et dans sa démarche politique, il travaille à taire les ressentiments d'ordre communautariste ou nationaliste pour donner tout son sens à l'entente et à l'unité des peuples de la sous-région et du continent. Pour le président Alpha Condé, la liberté conquise par les aînés doit désormais s'exprimer dans une solidarité fraternelle des peuples injustement séparés, des peuples qui, dans un mouvement d'ensemble, entreront dans la famille des grandes économies du monde.
En marge de sa visite au Ghana, le président de la République s'est entretenu avec la communauté guinéenne résidant à Accra. Les étudiants guinéens ont mis l'occasion à profit pour étaler certains problèmes auxquels ils sont confrontés, notamment l'obtention du permis de séjour. Sanassi Keita nous signe ce reportage. Durant sa visite de travail et d'amitié de 24 heures effectuée dans la capitale ghanéenne, le président de la République a aussi rencontré la communauté guinéenne vivant à Accra. À la résidence de l'ambassade de Guinée à Accra, l'accueil réservé au professeur Alpha Condé par nos compatriotes est de taille. La chargée d'affaires de l'ambassade de Guinée à Accra souligne dans son intervention les nombreux efforts consentis aujourd'hui par le président de la République dans le but de satisfaire les besoins de l'ensemble des Guinéens. Je ne fais pas demander ici au Ghana et au Togo que tous les Guinéens suivent au jour le jour la situation socio-politique et économique de notre pays. Je suis convaincu que l'éclaircie n'est plus loin et les résultats palpables en si peu de temps l'attestent. C'est pourquoi vous notez la présence de tout ce monde pour vous manifester leur joie et leur confiance. Excellence, Monsieur le Président, votre tâche est à la fois difficile et exaltante en raison des embûches que vous rencontrez ça et là dans l'exercice de vos fonctions. Ce n'est pas pour vous flatter, Excellence, mais votre patience dans la gestion des différents problèmes liés à la gouvernance démocratique et l'illustration de la grandeur et de la noblesse de votre vision. Après avoir énuméré certaines difficultés auxquelles les étudiants guinéens sont confrontés, telles que le problème de logement et l'obtention du permis de séjour estimé à $50, le porte-parole de la communauté guinéenne vivant à Accra témoigne. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de saisir cette occasion pour vous dire à toute sincérité qu'on évalue l'homme que par ses actions. Ainsi, nous saluons avec joie et détermination la baisse des prix des denrées alimentaires. Le rétablissement progressif des régimes d'eau et d'électricité, l'augmentation des salaires, le traitement des loups, la construction des barrages de l'État, la connexion de la Guinée à la fibre optique, la construction des logements sociaux, l'atteinte du point de développement de l'usabilité des heureux, la réduction de l'inflation, les commandements au déficit budgétaire, les réserves des gaz maintenues à leur maximum de prix et etc. L'amélioration substantielle des revenus douaniers, la stabilisation de la monnaie, la bonne gouvernance et la performance macroéconomique. En encourageant ainsi au rang des partenaires des institutions financières internationales. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a promis de venir progressivement en aide à ses étudiants en vue d'améliorer substantiellement leurs conditions de vie et d'études. Nous sommes en train de voir dans nos accords ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions. Nous allons envoyer ici des enseignants pour enseigner le français, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de français. Et nous aussi nous envoyer des enseignants pour l'anglais. Nous allons aussi envoyer ici des étudiants dans les différents secteurs, parce qu'il faut reconnaître que pour le moment, le Ghana est plus avancé que nous. Il ne faut pas avoir honte. Si ton ami est plus avancé que toi, il faut le reconnaître. Mais je vous garantis que d'ici quelques années, on dira de la Guinée, premier pays d'Afrique de l'Est, Inch'Allah, mais cela ne peut pas se faire sans effort, sans sacrifice. Les Guinéens ont oublié ce qu'est l'État. Ils ont oublié ce qu'est la discipline. Ils ont oublié ce qu'est l'effort. Aucun pays ne peut avancer si on ne fait pas du travail la valeur essentielle. Seul le travail peut permettre à un pays d'avancer. Et un pays ne peut pas avancer si la jeunesse ne maîtrise pas le savoir. Nkrumah a dit, la jeunesse africaine doit maîtriser le savoir si nous voulons que l'Afrique se libère. Il a dit aussi que si l'Afrique ne s'unit pas, voilà ce qui va arriver. Et tout ce qu'il a dit pour y arriver est arrivé. Il a été un grand visionnaire et un grand bâtisseur. Parce qu'en moins de 10 ans, il a fait le barrage d'Akosombo, il a fait le port de Tema. Alors, bientôt, nous allons avoir de l'électricité. Nous sommes en train de faire le barrage de Kaleta. Nous allons faire après le barrage de Sapiti. Mais ce n'est pas facile.
Vous savez, pour faire le barrage de Akosombo, ils ont déplacé 80 000 personnes. Mais pour faire le barrage et la haute tension, nous sommes obligés de déplacer les gens. Comment voulez-vous avoir le courant si vous ne faites pas la haute tension? Pour ça, dans tous les pays du monde, on est obligé de délocaliser les gens. Mais moi-même, je vais aller sur place expliquer aux populations. Ce sont ces propos rassurants qui ont bouclé le conclave entre le chef de l'État et nos compatriotes. Conclave au cours duquel les uns et les autres se sont évertués à proposer des pistes de solutions susceptibles de renforcer l'axe de coopération Conakry-Accra. Succession d'audience, la première dame de la République a reçu des investisseurs espagnols venus présenter leur projet de construction de logements sociaux préfabriqués. Ensuite, c'était au tour du Rotara Club de Paris et l'association française dénommée Audition Solidarité qui a échangé avec la première et sur les questions de santé, de solidarité et de développement. Ali Badra Kondé. Au cours des entretiens, ces investisseurs ont présenté à la présidente de la Fondation Prosmi leur projet de construction des logements sociaux préfabriqués en Guinée. Avec une conception du système fait à la garantie totale, ce projet de construction vient appuyer les efforts du gouvernement du professeur Alpha Condé qui vient de procéder avec le roi Mohamed VI du Maroc à la pose de la première pierre des logements sociaux de Coléa. En fonction des informations qu'on a obtenues de la grande nécessité et des besoins en matière de construction ici en Guinée, nous avons pris contact avec notre interlocuteur du Sénégal, M. Farr, avec qui on a exploré le marché du Sénégal et qui nous a conseillé de venir ici en Guinée. Un système de préfabrication industrialisé. Notre système, c'est le système qui a été fait en fonction des erreurs des autres systèmes préfabriqués. C'est-à-dire que c'est la synthèse de ce qui a été fait dans les autres systèmes négativement. Donc nous, on est arrivé avec un système complètement propre, complètement écologique, complètement économique et très efficace au niveau de sécurité et garantie aussi. Cette compagnie espagnole de construction des logements sociaux préfabriqués est présente dans 50 pays à travers le monde. Cette haute audience est accordée au Rotara Club Paris et Conakry ainsi que l'association française dénommée Audition Solidarité, une association qui a pour mission d'appareiller des enfants sourds et malentendants. C'est un sentiment de joie que nous avons ici avec surtout la collaboration du Rotary Club de Paris et en particulier le président du Rotary, Mamadou Diallo, qui a eu cette initiative d'envoyer cette mission en Guinée pour faire ce projet, pour faire bénéficier des enfants sourds ou malentendants. C'est une première fois en Guinée que ça se passe, donc c'est un projet qui est à saluer. Chaque année, Audition Solidarité met des appareils à la disposition de plus de 500 enfants sourds et malentendants défavorisés à travers le monde. Le forum d'Abu Dhabi commence à porter fruit. L'Allemagne exprime ainsi son soutien à notre pays avec une promesse d'aide de près de 25 millions d'euros. Cet acte se matérialise par une signature au ministère de la Coopération internationale portant sur le financement de projets dans le domaine de l'éducation. Tcherno Ousmane Diallo pour en savoir davantage. C'est une signature qualifiée d'historique dans les relations de coopération entre la Guinée et l'Allemagne. Une signature qui marque la relance de cette coopération bilatérale interrompue depuis le début de la transition. Pour commencer, l'Allemagne débourse près de 4 millions et demi d'euros pour les secteurs de l'éducation primaire et de l'enseignement professionnel. La construction de nouvelles écoles est annoncée. Aussi, l'équipement et la rénovation des infrastructures scolaires vont être rendus possibles grâce à ce financement. Nous avons apprécié l'apport et le soutien que la Guinée continue de bénéficier de la part de l'Allemagne. L'Allemagne pour nous est un partenaire sûr et privilégié qui a été tout le temps aux côtés de la Guinée. Cette cérémonie de signature confirme, est une illustration aussi de ce partenariat et cet appui allemand pour la Guinée et surtout dans ce secteur, le secteur est considéré comme un secteur clé pour nous. C'est à Abu Dhabi, lors du forum des investisseurs sur la Guinée, que l'Allemagne a annoncé un financement en faveur du secteur de l'éducation. 4 500 000 euros vont être aussi déboursés pour des projets sanitaires. Des projets qui seront exécutés avec le concours de la GIZ et la KfW. Le gouvernement fédéral allemand lui promet une aide de 15 millions d'euros à la Guinée.
Nous avons toujours suivi une politique de coopération très étroite avec la Guinée, mais il y avait des restreintes politiques à partir de 2009. Maintenant, la Guinée a donné le bon exemple d'une réussite politique envers de la démocratie, et donc c'était une conséquence calculable et bien fondée de tourner la page dans cette coopération entre nos deux pays. Les semaines à venir, une mission du gouvernement guinéen va se rendre à Berlin afin de finaliser le processus et identifier de nouveaux axes de coopération. Le Japon aussi renforce ses relations avec la Guinée en apportant son appui au secteur de l'éducation. Le village de Palaga, dans la CRD de Massi, préfecture de Pita, bénéficie de la reconstruction de son école primaire. La signature du contrat a eu lieu entre l'ambassadeur du Japon et le président de l'association des jeunes de cette localité. Marie-Angélique Bangora, reportage. Comme cette école primaire de Dixine, dont du gouvernement japonais, le village de Palaga dans la CRD de Massi aura bientôt son école primaire. Avant le lancement prochain des travaux de reconstruction, l'ambassadeur du Japon et le président de l'association des jeunes pour le développement de Palaga ont signé ce contrat de don. Pour moi, surtout, plus important, c'est des ressources humaines. C'est pour ça que je veux reconstruire beaucoup plus d'écoles, surtout à l'intérieur du pays. Jusqu'ici, on avait signé pas mal d'accords pour les associations de communes de l'intérieur du pays, mais d'ici en futur aussi, j'aimerais bien continuer cet effort pour la prospérité et surtout le développement de ce pays. Lorsque vous pensez à la jeunesse de Palaga, vous pensez à l'avenir de Palaga, au devenir de Palaga, au bien-être, le jour où ces vieux ne seront plus de ce monde, pour qu'ils se reposent tranquillement, parce que vous devez façonner Palaga en leur donnant des corps. Nous remercions et soyez rassurés que nous en ferons bon usage. Avec un coût global de 122 000 $ US, ce projet vient élargir le patrimoine de l'école guinéenne pour le bien des élèves, surtout ceux vivant dans les localités les plus reculées. C'est une grande fierté, une joie pour nous. Donc si nous imaginons vraiment ce que ça peut apporter pour notre localité, pour la Guinée tout entière, on fera que vraiment dire merci vraiment au peuple japonais et merci au gouvernement du président Alpha Condé. Avec l'exemple du village de Palaga, les autres localités enclavées de la Guinée doivent mériter l'attention des uns et des autres. Faisons une rétrospective sur l'impact de cette visite officielle que vient d'effectuer le roi Mohamed VI en Guinée. D'abord, le renforcement de la coopération politique et économique entre le Maroc et la Guinée, sans compter les accords importants signés au cours des discussions d'affaires par les opérateurs économiques des deux pays. Alia Kamara nous en dit plus. Quelques jours seulement après la visite à Conakry du roi Mohamed VI, les opérateurs économiques guinéens dressent le bilan des 2 journées économiques organisées pour discuter avec leurs homologues marocains sur les possibilités d'investissement en Guinée. Il y a des intérêts multiples de renforcer les relations entre le Maroc et la Guinée qui sont des relations anciennes, qui sont matérialisées déjà. On a une ligne directe avec le Maroc. Le Maroc a une vision de développement vers le sud qui est assez intéressante. La chance qu'on a eue que le roi a fait la visite ici, c'est une ouverture. Ça rassure les investisseurs marocains parce que la plupart des sociétés qui travaillent au Maroc, une grande partie désignée à la famille royale. Au-delà du B2B entre hommes d'affaires marocains et guinéens, ces rencontres d'échange ont permis de poser la problématique du partenariat public-privé en Guinée. Ce partenariat n'a pas encore atteint le niveau que nous voulons, mais grâce à ces 2 journées, l'État se rendra compte que sans un secteur privé fort, sans ces relations partenariat public-privé, il va être difficile que la Guinée s'en sorte. On a besoin de ces relations, on a besoin de ce partenariat. L'État et nous sommes des partenaires. C'est nous les 2 employeurs. Il y a eu beaucoup d'accords, de conventions. Aujourd'hui, c'est de concrétiser la volonté du gouvernement et du président de la République
c'est justement que ces accords-là ne soient pas, comme on le dit souvent, dans le tiroir. C'est-à-dire c'est d'aller vite pour concrétiser ces accords-là pour que, au niveau du secteur privé et des populations, que ce soit bénéfique. Un des grands artisans de la réussite de ces journées économiques, c'est l'APIP. L'agence de promotion des investissements privés a joué le rôle de mobilisateur du secteur privé en identifiant des projets porteurs. Nous avons identifié des projets avec Djangui Pêche, qui a eu l'occasion lors de cette rencontre de signer une convention, un protocole d'entente avec les investisseurs marocains. Et aussi dans le domaine de l'artisanat, nous avons identifié 5 différents projets. Il a toujours existé, depuis l'indépendance nationale, un pont politico-économique entre Conakry et Rabat. Celui-ci vient de se consolider avec cette visite du roi Mohamed VI et ses futures retombées. Dans le même chapitre, visite du ministre marocain de l'Agriculture et de la Pêche maritime dans certains débarcadères de Conakry. Elle s'inscrit dans le cadre de la réalisation des villages de pêche offerts à la Guinée par la Fondation Mohamed VI pour le développement durable, toutes choses devant améliorer les conditions de travail des pêcheurs artisans. Ansoumane Toumani Camara. Atlantique longue de 300 km, la Guinée compte 120 débarcadères, dont une dizaine aménagées. Et les récentes conventions de coopération signées entre le Maroc et la Guinée prennent en compte ce déficit avec l'aménagement de 3 débarcadères, d'où cette visite du ministre marocain de l'Agriculture et de la Pêche maritime au port de pêche artisanal de Teminetaï, Bonfi et Dabondi à Conakry. Je suis là avec monsieur le ministre en visite de quelques sites pour que monsieur le ministre fasse avec le gouvernement le choix des villages de pêche qui seront construits sur ces sites-là, dont la convention a été signée devant Sa Majesté et le Président. J'espère qu'en cette année 2014, on aura fait un chemin important pour pouvoir répondre aux ambitions et être en phase par rapport aux aspirations de nos chefs d'État. Donc, en lieu et place de simple aménagement, le ministre marocain opte plutôt pour la réalisation des villages de pêche à cause des énormes potentialités halieutiques de la Guinée. C'est un don de la Fondation Mohamed VI pour le développement durable. Nous sommes aujourd'hui très enchantés et vous lisez cela sur la figure des populations même. Et le bénéfice de tout cela, c'est que nous allons arriver à l'autosuffisance alimentaire. Et quand la pêche artisanale aussi est développée, ce qui va dire que la crise de poissons va être éliminée chez nous. Outre leur occupation illégale par des particuliers, ces débarcadères ou ports de pêche artisanale deviennent des dépotoirs d'ordures où l'insalubrité dicte sa loi sur la santé de ces pêcheurs qui assurent les 70% de la consommation des produits halieutiques du pays. Parlons à présent de la rencontre du ministre chargé des Finances avec les DAF et contrôleurs financiers des différents départements ministériels. Il a été question de discuter des retards dans l'exécution du budget pour faciliter une meilleure lisibilité sur les actions entreprises par le gouvernement en faveur du bien-être de la population guinéenne. Boubacar Ba. Rétablir le contact permanent entre les directeurs des affaires administratives et financières, gestionnaires de projets sectoriels et contrôleurs des départements ministériels avec leur tutelle pour mieux cerner les choses afin d'éviter tout retard dans l'exécution du budget. L'année fiscale, c'est 12 mois. Les engagements se font sur 11 mois et les délais d'exécution posent souvent problème. Il faut aller vite et bien, a fait remarquer le ministre d'État. Pour plus de transparence et de pragmatisme, Mohamed Diaré voudrait imprimer une nouvelle dynamique par la création d'une fiche d'identification de mesures, repères et délais d'exécution avec copie au cabinet pour mieux cerner les choses, si possible, sanctionner positivement ou négativement, selon les cas. Aujourd'hui, on a parlé des plans de passation de marché. Admettons qu'un ministère dépose son plan de passation de marché en fin mars. Et donc, si il y a des caractères saisonniers dans l'exécution de la dépense, ça peut prendre peut-être 3 mois, 4 mois d'inactivité, plus 3 mois le temps de déposer le plan de passation de marché, plus peut-être 2 autres mois de délai de passation de marché, vous retrouverez presque en fin d'année.
signalant qu'à 3 mois de l'année budgétaire, 10 départements seulement sur 34 ont déposé leur plan de passation de marché, une méconnaissance des procédures ou un déficit de communication. En tout état de cause, le ministre d'État en charge des Finances est décidé à corriger ces distorsions. Comme vous le savez, le centre médico-communal de Coronti a été inauguré hier par le chef de l'État en présence du donateur Bernard Kouchner. Mais comment les populations bénéficiaires accueillent ce centre? Quels sont ses aspects techniques et quelle portée aura-t-il sur la santé des mères et des nouveau-nés? Ce sont autant de questions qui ont intéressé notre reporter sur Edekera. Implanté au cœur du quartier populaire de Coronti, le centre médico-communal Bernard Kouchner est l'aboutissement de 3 années d'ardeur et de labeur. Il est bâti sur les ruines du centre nutritionnel de Coronti où les femmes éprouvaient d'énormes difficultés d'accouchement et de prise en charge des nouveau-nés. Grâce à ces équipements de pointe, ce centre vient contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale à l'horizon 2015. L'ouvrage a connu pas mal de difficultés, pas liées au financement ou liées à l'incompétence de ceux qui devaient réaliser, mais lié à la caractéristique du sol, qui n'était pas du tout appropriée pour une rapide réalisation. L'œuvre est à mettre à l'actif de M. Bernard Kouchner et qu'il a réalisé à travers l'association Mère et Enfants pour les femmes et pour les enfants. C'est en cela la grande reconnaissance et le grand mérite. Ici, il y aura les interventions chirurgicales. Il y a la salle d'accouchement à ce niveau. Il y a la salle de préparation. Comme en Europe, quand une femme est en travail, c'est quand elle est prête à accoucher qu'elle passe dans la salle d'accouchement. Il y a la consultation gynécologique, il y a la consultation pédiatrie, il y a l'échographie, il y a la radiologie, j'en passe. Cette gamme de services permet ainsi aux femmes, principales bénéficiaires, d'être à l'abri de tous les risques liés à la maternité. Les mères de Coronti s'engagent à préserver le bijou. Nous étions suivis dans ce centre durant toute la période de la maternité jusqu'à sa dégradation totale. Aujourd'hui, sa réhabilitation est une réelle joie pour nous les femmes. C'est en 2011 que l'ancien ministre français des Affaires étrangères découvre le centre médical de Coronti en Lambeau et s'engage à le réhabiliter. D'autres équipements sont attendus grâce aux partenaires comme les laboratoires Mélieu de France. Pour un coût de réalisation estimé à 7 milliards de francs guinéens, l'essentiel de ces activités s'inscrivent dans la logique de la gratuité des soins obstétricaux en vigueur depuis l'avènement de la Troisième République. Toujours à la page santé, un nouvel établissement sanitaire a ouvert ses portes. C'est le centre médico-social d'urgence international situé à Yataya SOS dans la commune de Ratoma. À l'issue du démarrage officiel de ses activités, les responsables de ce centre ont signé une convention avec le service national des actions humanitaires du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation relative à l'allègement des frais de soins des populations. Mekine Moussa Kamara, Abdel Aziz Baldé. Cette cérémonie de signature du protocole d'accord de partenariat entre la direction du service national des actions humanitaires et l'organisation humanitaire Urgence médicale internationale marque le lancement officiel des activités du centre médico-social d'urgence en Guinée. Un acte qui vise à alléger les frais de soins des populations. La grande partie, les accidentés, les agressions, on les traite gratuitement ici. On ne paye aucun franc. Et la population aussi, on les soigne à notre goût. En tant que structure humanitaire, nous ne serons pas au niveau des grands hôpitaux, ni au niveau des hôpitaux privés, mais nous marquerons notre caractère humanitaire par les prestations que nous allons donner ici, dont une grande partie sera certainement gratuite, et que les autres parties, pour aider les médecins qui vont ici, vont demander un minimum de contribution des populations. Le directeur national, faites en sorte que les gens soient fiers de nous par les actions que vous allez poser au niveau de l'hôpital d'abord, mais ensuite les relations que vous allez avoir avec l'État de Guinée. Il faudrait que les gens disent, si nous voulons travailler avec une seule ONG en Guinée,
c'est urgence médicale internationale. Situé au quartier YTASOS de la commune de Ratoma, ce centre bénéficie d'un soutien du gouvernement guinéen à travers le ministère de l'administration, du territoire et de la décentralisation et de bonne volonté afin de minimiser l'évacuation des malades. Cette ONG, elle a un caractère humanitaire. Elle est la bienvenue auprès de nous pour que nous partagions notre expérience avec elle, que nous aussi nous accueillons certaines expériences qu'ils ont. Et l'ensemble fera un tout pour pouvoir aider ces populations en détresse. IMI a une approche un peu pragmatique, c'est-à-dire au lieu que les malades partent à l'hôpital, c'est plutôt IMI qui vient auprès des malades. Voilà une première en Guinée. L'organisation humanitaire Urgence médicale internationale a ses agences basées en Côte d'Ivoire, en RDC et au Bénin. Bientôt, le Ghana, le Togo et le Tchad vont rejoindre les autres. Remise du fanion d'honneur du mérite, c'est une activité du programme de renforcement des capacités pour la paix. Cette deuxième édition est placée sous le signe du genre, donc naturellement le choix du jury s'est porté sur Madame Kaba Aminata Gobele Keïta du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, qualifiée de femme d'honneur par le PRCP qui œuvre pour la paix. Alcine Pascaldina. Le fanion d'honneur et de mérite est une distinction honorifique décernée par le programme de renforcement des capacités pour la paix. Madame Kaba Aminata Gobele Keïta, chef du cabinet du ministère de la Sécurité, en est la récipiendaire pour cette année 2014, deuxième JA. Ce prix est la récompense des efforts de cet amas jaune dans la lutte contre les violences faites aux femmes et la sécurisation des personnes et de leurs biens. Et l'engagement impliqué dans le cadre de la promotion de la paix et de la sécurité, parce qu'en fait, elle est au centre même de la réforme du secteur de sécurité au niveau du département de la sécurité. Cette remise aujourd'hui me motive à encore faire de plus dans le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde et en Guinée plus particulièrement. Je ne peux que remercier le président de la République pour avoir eu confiance en travers ma modeste personne, me nommer à ce poste si prestigieux, si stratégique. Depuis 1958, l'histoire retiendra qu'en Guinée, j'ai été la première femme guinéenne à être à ce poste. La distinction de cette amas jaune des forces de sécurité est la récompense de tous les acteurs impliqués dans la préservation et le maintien de la paix en Guinée. Si une policière est choisie pour être honorée en tant que chef de département auquel elle appartient, ça ne peut être pour moi qu'un motif de satisfaction et de réelle confiance quant à la capacité de la femme dans la gestion des affaires de l'État. Quand on gratifie une femme, il y a des centaines et des milliers de femmes qui prennent conscience, qui pensent qu'elles ne peuvent pas rester dans leur état, elles peuvent se démontrer à travers ce qu'elles font. Après le haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Ibrahima Baldi, Mme Gobele Aminata Keïta est la deuxième personnalité des forces de défense et de sécurité à bénéficier de cette marque de distinction. Voilà, c'est un grand... Fin à Conakry d'une session de formation des avocats guinéens. Pendant 5 jours, ces experts en droit ont augmenté leur performance sur les thèmes comme le procès équitable, la gestion d'un cabinet, entre autres. Le clou de la rencontre a été le concours d'oratoire qui a opposé 6 avocats stagiaires. L'initiative est du barreau de Guinée. Terminusa Diallo, reportage. La fonction traditionnelle d'un avocat est de défendre ses clients en plaidant pour faire valoir leurs intérêts. C'est pourquoi, en Guinée, nombreux sont ces avocats qui cherchent à améliorer leurs connaissances pour une meilleure qualification de la profession. L'initiative vient du barreau de Guinée à travers un soutien de l'association Afrique et Droit basée en France. Pendant ces assises, plusieurs thèmes ont été développés. Selon la loi qui régit la formation des avocats, la formation continue est une obligation pour les avocats. Autrement dit, il y a la formation initiale par laquelle tous les avocats passent, mais dans l'exercice de leur profession, les avocats doivent également suivre périodiquement une formation continue. C'est donc dans ce sens que cette formation a été organisée. Elle a porté d'abord sur un premier atelier, une table ronde, disons, sur ce qu'on appelle la
le procès équitable. Et ensuite, il y a eu des ateliers de formation sur la gestion de cabinet, sur la déontologie générale, sur la déontologie financière. Au terme de 5 jours de formation, 6 avocats stagiaires ont compétit autour du thème « Faut-il interdire d'interdire ?» Il s'agit d'amener ces professionnels de faire valoir leur talent en art oratoire. Une pratique devenue une tradition au sein de nombreux barreaux dans le monde. L'exercice d'éloquence, un exercice rhétorique, et non pas, comme l'on dit le temps de juillet, un exercice de pédantisme, de grandiloquence. Il s'agit de chercher à convaincre l'auditoire par rapport à un thème donné. Il y a 6 candidats, 3 vont présenter la thèse affirmative, les 3 autres la thèse négative. Après délibération du jury piloté par l'avocat Philippe Berne du barreau de Paris, maître Alimatou Kamara, lauréate, rafle le premier prix. Ici à la cour d'appel de Conakry, des attestations ont été aussi décernées aux avocats stagiaires ayant pris part à la session de formation, alors que Doula Chérif, ancien premier président de la cour d'appel de Conakry, et maître Bassirou Bari ont tous deux bénéficié de satisfecit pour leur implication dans la réussite de cette session de formation. Le chef de l'État malien Ibrahima Boubacar Keïta est attendu demain lundi à Conakry. À cette occasion, le gouverneur de la ville a fait une déclaration invitant toutes les forces vives de Conakry à une grandiose mobilisation à l'aéroport de Conakry pour la réception du président malien. Sekoresko Kamara est au micro de Mamadou Patebaldé. De la ville de Conakry, citoyennes et citoyens, ce lundi 10 mars 2014, vous serez honorés par une visite officielle, pas comme les autres, car c'est un de vous qui vient chez vous. Le président Ibrahima Boubacar Keïta du Mali est descendant de l'empereur Soundiata Keïta. Le professeur Alpha Condé est descendant de Zogolon Condé, la mère de Soundiata Keïta. La Guinée et le Mali partagent la même histoire, la même géographie et le même avenir. Guinéens et Maliens ne sont autres que des frères, les mêmes, maires de 5 communes de la capitale, les chefs de quartier, chefs sectaires, administrateurs des marchés, serins, associations de jeunes, de femmes, mouvements de soutien, associations religieuses, organisations socio-professionnelles, unions de transporteurs, syndicats de chauffeurs, étudiants et élèves, artistes et comédiens. La ville de Conakry vous invite à une forte mobilisation à l'aéroport de Conakry et sur le parcours de sa rond-point, Pont Bonfi, marché, station Bellevue, jusqu'au casse de Bellevue, avec la mise en place à partir de 11h. Bienvenue, Mandin Massa, le président Ibrahima Boubacar Keïta du Mali, IBK. Vive la coopération guinéo-malienne, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Cette page noire, avant de terminer cette édition, l'Assemblée nationale présente ses condoléances suite au décès de Baouri, père de l'honorable Souleymane Bafischer. Le président de cette institution s'est rendu dans la famille éplorée pour compatir aux douleurs et témoigner des loyaux services que l'honorable Baouri, ancien député de la 2e législature, a rendu à la nation. François Lama. L'ancien député Baouri, décédé des suites de maladie en République du Mali, est le père de l'honorable Souleymane Bafischer, vice-président de la commission communication de l'Assemblée nationale. La disparition de cet ancien député de la 2e législature plonge ses pairs, sa famille et ses proches dans une consternation. Depuis l'annonce du décès, cette maison mortuaire au cœur du quartier Kissoso reçoit des messages de compassion mais aussi des témoignages. C'est pour justement compatir aux douleurs de leurs collègues députés Bafischer que le président de l'Assemblée nationale s'est rendu dans la famille pour présenter non seulement les condoléances de l'Assemblée nationale, mais aussi offrir une enveloppe financière symbolique à la famille éplorée. Je voudrais que nous prions pour que son âme repose en paix
Et encore une fois, merci pour tout ce que vous avez fait. Nous sommes très honorés par la visite du président de l'Assemblée nationale à la famille ce matin, la famille de M. Bahouri. Nous sommes très reconnaissants et on le remercie pour tous les gestes que lui et le président de la République ont manifestés constamment en faveur de notre frère défunt et en faveur de sa famille, M. Bahouri. Le corps de Bahouri sera exposé le jeudi prochain au Palais du Peuple, suivi de l'inhumation dans son village natal, à Télimélé. Que son âme repose en paix, amen. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête. Merci de votre fidélité à la télévision nationale et passez une agréable nuit en compagnie de nos programmes. Bonsoir à tous.